On va demander à Jean-Pierre Laroche, alors ça sera peut-être un complément, si tu peux encore rester 10 minutes, parce que Jean-Pierre, il n'en a pas pour longtemps dans son topo, qui va nous faire le traitement médical de l'artériopathie. Si, j'en ai beau. Ça va être très long. Bien, bonjour. Donc, messieurs les modérateurs, je vais donc vous parler du traitement médical de l'artériopathie et puis des problèmes d'activité physique. Et on va commencer par la définition du principe du DPC, puisque c'est une séance DPC. Donc, c'est de Benjamin Franklin, c'est pas récent. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et c'est le seul intérêt du DPC, c'est que les médecins sont impliqués et ils peuvent se corriger. La deuxième chose, c'est quel que soit le stade, l'artériopathie est de loin l'artériopathie athéromateuse la plus mal prise en charge du point de vue de la prévention secondaire et tertiaire. Toutes les études le confirment, alors que c'est l'artériopathie la plus fréquente et le plus à risque de cardiovasculaire général. Donc sur cette plaque, si on reprend l'épidémiologie, vous voyez que l'artériopathie des membres inférieurs, eh bien c'est extrêmement grave et puis c'est extrêmement fréquent. Donc je reprends le schéma qui a été montré tout à l'heure pour rajouter une seule chose qui nous tient à cœur en médecine vasculaire, il faut rajouter l'anévrisme. L'anévrisme, c'est 15 à 20% quand on a une artériopathie. Quand on a une sténose carotidienne et qu'on découvre un anévrisme, on sait que ces anévrismes vont progresser beaucoup plus vite que ceux qui n'ont pas de sténose carotidienne sévère et 15% d'anévrisme chez le coronarien. Donc le traitement médical de l'artériopathie, c'est simple, c'est stop smoking, keep walking and take aspirin. Donc c'est pas compliqué. Or, clopidogrel. Mais depuis la semaine dernière, on a un topo fabuleux sur Circulation, sur le vin, et le vin est protecteur. Je ne vais pas vous faire le topo là-dessus la prochaine fois. Et puis, le dernier truc qui est sorti, c'est l'importance du breakfast, toujours dans le Jack. Il faut toujours prendre un petit déjeuner correct, le truc rapide, etc. Ça augmente le risque cardiovasculaire, notamment chez l'artéritique. Lisez cet article, il est fabuleux. Alors, je vais procéder par le système des breaking news, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui est vraiment nouveau. Alors, l'aspirine d'abord en monothérapie ne doit pas être recommandée pour la cardioprotection chez les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs. Donc vous voyez, ça commence très très fort. Et ce qui est recommandé aujourd'hui de plus en plus et entériné par le SC 2017, c'est le clopidogrel et non pas l'aspirine dans l'artériopathie des membres inférieurs. La deuxième chose, c'est que la prévention est sous-utilisée, etc. Et donc c'est un constat très important. Et le constat, il est simple. Si vous prenez une artériopathie des membres inférieurs dans cette étude, eh bien, vous voyez qu'il n'y a que 38% des patients qui prennent un antiplaquettaire, 35% une statine et 31% un IEC. Bon, ils prennent du silostazole, mais ça ne nous concerne pas. 20% font du sport et 36% arrêtent de fumer. Donc, vous voyez que le constat est extrêmement pessimiste et péjoratif. Et puis sur une plaque qui appartient à Alessandra, qui est InPress pour le JVS, d'après ce que j'ai compris, eh bien, c'est une étude avec des données de la CNAMS. Vous voyez que ça, c'est les patients qui sont en ALD. En ALD, donc ils ont eu l'autorisation d'être en ALD pour l'artériopathie des membres inférieurs. Et puis ça, c'est le groupe contrôle. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un sur deux qui prend une statine, les IEC. En fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'on vous donne des ALD, mais il n'y a pas de contrôle après. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont en ALD pour le diabète, ils n'ont jamais fait une HbA1c de leur vie. Et puis ça, mais si, c'est vrai, c'est vrai. Alors regardez ceci. L'observance, ça vient d'être publié au congrès de néphrologie la semaine dernière. Eh bien, vous voyez que les patients non observants pour des pathologies très lourdes, vous voyez, le diabète de type 2, c'est 63% de non-observants. Et l'artériopathie, c'est exactement la même chose, c'est à peu près 50 à 60%. Alors autre chose, on en a beaucoup parlé depuis mercredi, c'est l'activité physique. Donc depuis le 1er mars 2007, il y a un décret qui nous dit qu'on peut prescrire de l'activité physique chez des patients qui sont en ALD, soit pour le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques et l'obésité. Ça peut être pris en charge par les mutuelles, mais ce n'est pas pris en charge par le 100%. Le traitement de l'artériopathie, donc prescription à partir du 1er mars 2007, mais pas de remboursement de CNAPS. J'ai une artérite, donc je marche, on va marcher tout seul. Les recommandations, elles sont multiples. Alors, il faut arrêter de dire que la HAS, qui pourtant ne fait pas des très bonnes recommandations, puisque les 2/3 sont obsolètes, comme a dit la ministre récemment, eh bien, l'artériopathie, la première recommandation, c'est 2006, mais en fait, elles sont actualisées tous les 2 ans. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Elles sont actualisées à travers les prestations et ce que doit faire le patient dans le cas de son ALD.
Et moi, je fais partie de ce groupe. Tous les 2 ans, on reçoit un papier de l'HAS. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2 ans? Et c'est intégré. Ils ont intégré la pression à l'orteil, ils ont intégré des tas de choses. Ensuite, les autres, l'AHA, le SC, ça on l'a vu, et puis la SCE, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous refaire la gestion de l'artériopathie, c'est juste pour vous montrer une seule chose importante. 75% des patients n'auront jamais d'artériographie, n'auront jamais d'angioscanner, n'auront jamais d'IRM et verront jamais un chirurgien. Et 25% par contre vont être traités par des techniques plus invasives. Mais 100% vont prendre un traitement médical à vie. Le chirurgien lève un obstacle mais ne soigne pas le patient. On est tout à fait d'accord, et le radiologue c'est pareil. Les facteurs de risque, eh bien, il n'y a rien d'émergent récemment, il y a toujours le tabac, y compris le tabagisme passif, le diabète, les antécédents cardiovasculaires. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est l'impact de la pollution des microparticules. Ça est sorti dans Nature en 2016. Et c'est tous les nouveaux facteurs de risque cardiovasculaires, notamment, qui concernent l'artériopathie des membres inférieurs, les moyens de transport, le stress, la dépression, etc. Et puis, je vous rappelle que l'artériopathie asymptomatique, c'est aussi grave que l'artériopathie symptomatique. Alors, ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est qu'il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires, on va arrêter de fumer, on va lutter contre la sédentarité, le poids, le diabète, l'hypertension, les lipides, l'insuffisance rénale. L'antiplaquettaire, c'est soit l'aspirine, soit le clopidogrel, mais plutôt le clopidogrel. Les statines, avec un LDL inférieur à 0,70, sachant que les nouvelles recommandations nord-américaines, c'est inférieur à 0,50, on n'y arrivera jamais. Et puis les IEC ou le sartan. Activité physique. Et le problème du diabète, où j'ai mis une tête astérix, c'est que l'aspirine ne marche pas chez le diabétique. C'est que le clopidogrel ne marche pratiquement pas chez le diabétique, et on va voir qu'il y a des nouvelles solutions. Alors, l'ESC dont on a parlé tout à l'heure dit bien qu'il faut préférer le clopidogrel à l'aspirine. Les nouveaux traitements, chez qui, quand? Donc vous savez qu'il y a le ticagrelor qui a été testé dans une étude qui s'appelle Euclide versus clopidogrel, ça n'a pas marché. Le varoxapar, ça n'a pas marché. Le bosentan, ça n'a pas marché. L'édoxaban, donc un AOD, c'est en cours. Le rivaroxaban, l'étude voyageur, est en cours. Et on a eu l'étude récemment Compass, qui vous sera détaillée par Alessandra cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc vous savez que c'était 3 bras, rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour plus aspirine, 5 mg et versus aspirine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. En ce qui concerne le ticagrelor, je vous ai dit que ça ne marche pas. Mais il y a un papier très intéressant qui est sorti chez des diabétiques versus non-diabétiques sains, sur la biologie et sur l'hémostase, de savoir quel est l'impact du ticagrelor versus aspirine. Ce qui sort de cette étude, c'est que l'aspirine ne marche pas, mais le ticagrelor, pour prévenir le risque cardiovasculaire, ça marche très bien. Alors, d'après les éminents antiplaquettologues que sont Pierre Fontana et Jean-Luc Rény, sont 2 Suisses, eux, malgré Euclide, peut-être, je dis peut-être, que demain, il y aura une place pour le ticagrelor chez le diabétique qui a une artériopathie. Alors, j'avance. Alors, Compass, ça va être détaillé. Moi, je vais vous dire qu'une seule chose, ça fait un peu saigner. Mais ce qui est sorti juste après Compass, c'est ça. Low-dose aspirine, c'est les gens qui arrêtent leur traitement à l'aspirine et qui ont une artériopathie. Vous voyez, l'arrêt de l'aspirine non justifié, c'est dangereux. Là, c'est une étude sur 600 000 patients, et non pas 15 000, comme on l'a dit hier soir. C'est des patients qui stoppent sans raison, c'est 37%. Il y a un surrisque cardiovasculaire surajouté avec des accidents vasculaires indus. Et alors, donc, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Philippe Collet, la santé publique et les dépenses publiques ont plus à gagner à éviter un arrêt du traitement par l'aspirine qu'à ajouter un traitement par rivaroxaban. La suite ce soir. Et puis, dans les nouveaux traitements, il y a les anti-PSK9, etc. Bon, ça ne concerne pas directement l'artériopathie pour l'instant, mais peut-être qu'un jour. Alors, très important pour le diabète toujours, c'est que maintenant, les patients qui sont diabétiques et ont une artériopathie, sachant que l'aspirine, ça ne marche pas bien, que le clopidogrel, ça ne marche pas bien, il faut cibler un antidiabétique qui, lui, prévient le risque cardiovasculaire. Et on a ce qu'il faut absolument. Donc, vous avez l'alloglipine, mais celui-là, très dangereux, parce qu'il a un bénéfice sur le risque cardiovasculaire, mais ça donne des amputations. Donc dans l'artériopathie, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vous avez cette molécule qui est intéressante, et puis ces autres aussi. Donc il faut utiliser plutôt ce type de médicaments. L'exercice physique. Donc vous savez, c'est 30 minutes, c'est 30% de réduction de risque. C'est noté en grade 1A, donc une forte recommandation qu'un patient qui a une artériopathie doit marcher.
Donc la marche, c'est le moyen le plus naturel et le plus aisé de pratiquer un exercice physique. Il y a 2 types de marche dans l'aérobie. C'est une marche lente, inférieure à 4,8 km, mais on peut marcher beaucoup plus vite. On peut aujourd'hui, grâce à la médecine connectée, mesurer l'activité physique tous les jours. Il y a des applis santé dans le smartphone, etc. Donc là, ça aide les patients et même ça mesure leur périmètre de marche. Développer une activité physique quotidienne, c'est marcher d'un bon pas au moins 30 minutes par jour, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, descendre une station de bus plus tôt, etc., éviter la voiture, privilégier le vélo, promener son chien. Moi, je fais beaucoup prendre de chiens chez les artéritiques et ça marche très bien. Ben oui, c'est un médicament qui n'est pas cher, ils sont obligés de le promener tous les jours. Mais c'est vrai, ça c'est la vraie vie. Alors, antiplaquettaire, activité physique et affection cardiovasculaire, vous allez diminuer l'incidence cardiovasculaire, vous voyez, 10 à 20%, vous allez diminuer la mortalité, diminuer l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, le papier le plus intéressant, c'est qu'il y a un sport qui est vraiment dédié à l'artéritique, c'est la marche nordique. Et quand on a comparé des patients qui faisaient de la marche nordique versus des protocoles de rééducation, la marche nordique, ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a des clubs de marche nordique, il y en a de partout. Moi, je suis à Avignon, il y en a 3 sur Avignon, 2 à côté de chez moi, etc. Et c'est très, très, très bien. Et hier, il y a Carré qui a été cité, et je reprends cette citation. « Le meilleur marqueur de l'espérance de vie en bonne santé, c'est votre capacité physique. Aujourd'hui, certes, on n'a jamais vécu si vieux, mais notre espérance de vie en bonne santé n'a pas changé. L'idéal est de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. » Donc le take-home message, il y en a 3. Le premier, l'artériopathie est sous-traitée. C'est la localisation la plus grave de l'artériopathie des membres inférieurs. Il faut corriger les facteurs de risque, privilégier plutôt le clopidogrel, les statines et l'EC, l'activité physique quotidienne, les AOD. Il ne faut pas se précipiter, donc on aura la réponse cet après-midi. Le diabète, c'est un problème. L'aspirine, ça ne marche pas, et ça marcherait idéalement 2 fois par jour. Mais il n'y a pas d'AMM, on augmente le risque hémorragique. Mais ça, toutes les études le confirment. Et il y a déjà des équipes qui utilisent 75 mg d'aspirine matin et soir. Le suivi doit être régulier, l'éducation thérapeutique indispensable. Le deuxième take-home message, c'est qu'il faut marcher, boire un peu de vin. Donc j'ai mis le Châteauneuf du Pape, qui est le meilleur vin du monde, le Bordeaux arrivant loin derrière. Le bon petit déjeuner le matin, arrêter de fumer, prendre sa statine, son clopidogrel et voir le cardiologue régulièrement. Et puis le dernier, c'est celui-ci, c'est que vous savez qu'il y a un parti politique qui s'appelle En Marche. En Marche, c'est dommage, normalement il n'aurait pas dû exister, parce qu'il y a 10 ans, on a créé un groupe, non pas de recherche, mais d'éducation thérapeutique qui s'appelait En Marche. C'était pour sensibiliser les artériopathes à leur maladie et les faire marcher. On n'a pas déposé le truc. Voilà. Donc ça veut dire qu'En Marche, c'est une troupe de bras cassés. Merci. Merci. Alors, effectivement, quand on a vu sortir En Marche le parti politique se disant qu'il était à viser d'une population de claudicants, on s'est dit ça ne va pas aller très très loin cette affaire-là. Et on a eu tort. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Juste par rapport à l'aspirine et le clopidogrel, ce que tu dis, par rapport au message que tu fais passer, l'aspirine et le clopidogrel ne marchent pas chez les diabétiques. Si on dit ça, on arrête les antiagrégants à tous nos patients, à La Réunion. Chez le diabétique, c'est connu. Ça fait 20 ans qu'on le sait, c'est pas nouveau. Le premier qui a travaillé là-dessus en France, c'est Ludovic Drouet, qui avait toujours dit, mais attendez, vu la production de plaquettes importantes chez le diabétique, il faut le donner 2 fois par jour. Les études, encore aujourd'hui des études récentes, montrent la même chose. Oui. Ça, c'est le premier point. Le clopidogrel, ça marche un tout petit peu mieux que l'aspirine. Enfin, je parle sur le diabétique, et tout le monde cherche maintenant des molécules pour que ça marche bien chez le diabétique. Donc il y a une voie, c'est peut-être le ticagrelor, bien que ça n'ait pas marché dans Euclide, et dans le sous-groupe d'Euclide, ça n'a pas marché. Mais d'autres études contradictoires montrent l'inverse, donc attendez un petit peu. Oui, mais attention, parce que pour l'instant, ce sont des concepts, et on n'a pas de preuve clinique de l'efficacité du ticagrelor, alors qu'on pensait effectivement au travers de l'étude Euclide qu'on tenait, puisque Euclide est né en fait d'un sous-groupe d'artériopathes, d'un essai chez le coronarien dans lequel on avait vu effectivement un intérêt de cette molécule-là, et quand on l'a confronté dans un essai thérapeutique vrai, dédié à l'artériopathie, alors effectivement, versus clopidogrel dont on a éliminé les résistants, etc., on n'a rien vu. Donc il faut quand même être prudent parce qu'on n'a pas
la preuve de l'efficacité clinique de cette histoire-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a des tentatives d'approche qui sont intéressantes. Oui, Nino. Donc, Oui. Jean-Pierre, tu dis que l'aspirine ne marche pas bien chez le diabétique. On sait qu'il y a des résistances aussi au clopidogrel. Je pense que l'une des solutions, en attendant éventuellement les nouvelles molécules, c'est d'associer les deux, du Hoplavin pendant Non, 18 mois. Alors, du Non, Hoplavin, c'est à trop risque hémorragique, ça. Et oui, mais chez les alors- patients jeunes qui ont une artériopathie sévère ou des revascularisations précaires. qui ont Non, plus mais une là, c'est pas des coronaropathie, revascularisations. Là, ce ne sont pas des revascularisations. Là, c'est le claudicant. Non, c'est On pas n'est la tout à fait dans le revascularisation. même monde. on est d'accord Mais le dans... claudicant, il est souvent coronarien. Donc si on met un stent, si on est parti pour 12 mois. Oui, mais les stents, on d'association, voit bien que même dans les recommandations en cardiologie, la bithérapie du stent, on a tendance à la contraindre de manière relativement importante à cause du risque hémorragique, parce qu'on paye sec, en fait, la problématique des saignements sur les bithérapies. Et notamment, il n'y a plus de bithérapie maintenant quasi dans les stents coronariens au-delà de 6 mois. C'est fini cette En histoire-là. tout cas, moi, en chirurgie, je l'utilise de plus en plus. Hein. Mais c'est pas parce que tu l'utilises que c'est bien. Je sais, c'est une extrapolation, mais je pense que c'est une solution en attendant d'autres molécules. Non, que ce soit anticoagulant Oui. et double intégration plaquettaire, chez l'artériopathie, la claudication de base qui n'est pas du tout opérée, on ne doit pas les utiliser, jamais. Alessandra, la dernière question. Alors, juste un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit. Attention, chez le diabétique, l'aspirine, c'est pas qu'il faut arrêter l'aspirine chez le diabétique. Non, j'ai pas dit ça. Ah, donc, voilà. Et ça, là où ça marche pas, c'est surtout en prévention primaire, c'est-à-dire le diabétique qui est à haut risque cardiovasculaire, vous donnez de l'aspirine avant qu'il ait fait des événements, avant qu'il démasque l'artériopathie ou la coronaropathie. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de bénéfice à donner en Il n'y a prévention pas de primaire. bénéfice du tout. Un. Deux, effectivement, vous avez des résistances au clopidogrel qui sont vraies spécifiquement chez le diabétique, qui rendent plus intéressantes les molécules qui ne sont pas métabolisées, qui n'ont pas besoin d'être métabolisées pour être efficaces, comme le ticagrelor. Effectivement, ça c'est une porte que tu as ouverte et probablement c'est quelque chose qui peut être intéressant. Deuxième chose, le ticagrelor, c'est pas que ça marche pas chez l'artériopathe, ça n'a pas démontré de supériorité Oui, par rapport au c'est clopidogrel. non inférieur. Qui était, voilà, c'est non inférieur, Voilà. ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on espérait, effectivement. Donc il y a peut-être Mais quelque chose. attention, il ne faut pas... voilà, le message, c'est pas l'aspirine, le clopidogrel ne marche pas chez le diabétique, donc arrêtez l'aspirine et Non. le clopidogrel chez ces sujets. Parce que là, autrement, ça va se passer ce que tu as montré. C'est-à-dire, quand on arrête ce type de traitement, on a des événements cardiovasculaires à l'appel après. Donc, Mais en utilisant le bon antidiabétique qui réduit le risque cardiovasculaire, on compense les choses.